Écoutez, bonjour à tous. Bien, merci à Sciences Po Alumni de nous accueillir pour ce troisième webinaire organisé par Madeleine Finance et avec certains de nos partenaires experts. Aujourd'hui, on avait choisi de faire un focus sur l'épargne salariale qui est un excellent outil, comme vous le savez tous, de motivation et de fidélisation, mais qui est aussi un outil d'attractivité dans un contexte où le recrutement dans certains secteurs est compliqué. Juste en 2-3 mots, je vais représenter un peu qui nous sommes. C'est toi qui as la main, Bruno. En fait, Madeleine Finance fait partie d'un ensemble plus large, qui est un groupe de courtage d'assurance. Très rapidement, il y a 3 structures. Il y a une structure de courtage qui s'appelle CETRI, qui depuis une trentaine d'années est devenu l'un des 2 leaders dans l'assurance des professionnels de l'automobile. Donc, aujourd'hui, cette structure assure 30 à 40% du marché des concessionnaires automobiles qui, pour certains, sont devenus des très gros groupes et continuent de grossir. Donc, sur l'ensemble de leurs problématiques assurantielles professionnelles, que ce soit sur ce qu'on appelle de l'IRD, donc la partie dommages, RCPO, mais également la partie collective santé, prévoyance. On a Madeleine Assurance qui intervient sur les mêmes métiers, mais dans d'autres branches d'activité que l'automobile. Et puis, nous avons créé il y a 3 ans Madeleine Finance qui a vocation à accompagner principalement les dirigeants des entreprises que nous assurons par ailleurs et de les accompagner sur l'ensemble de leurs problématiques personnelles. Parce que, comme vous le savez, en général, ce sont des personnes qui sont prises à plus de 100% dans leur business et en plus, notamment dans la distribution automobile, c'est très compliqué depuis quelques années. Et donc, on essaie de leur faciliter la vie en leur offrant un point d'entrée également sur la partie personnelle où on va les accompagner sur l'ensemble des sujets patrimoniaux au sens très très large. On va dire même tous les sujets de protection du chef d'entreprise et de son environnement, puisqu'on va traiter aussi bien des sujets de retraite. Ça sera d'ailleurs l'objet du 4e webinaire la semaine prochaine, pour voir comment anticiper pour optimiser son niveau de rémunération au moment de la sortie. Que ce soit des sujets de prévoyance pour protéger au mieux le dirigeant et sa famille, et que ce soit de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance patrimoniale, la prévoyance entre associés, avec tout ce qui peut être assurance croisée entre associés pour pouvoir se racheter les parts en cas de décès, les assurances clés évidemment, donc vraiment cette protection du dirigeant en tant que tel, les réflexions sur la scission, transmission. On a eu l'occasion de faire également un webinaire avec Maître Senac sur tout ce qui est protection du dirigeant et transmission à titre gratuit ou onéreux pour voir quelles sont les pistes à creuser et le plus tôt possible pour mettre en place la bonne stratégie. Et puis, le moment venu, si les clients estiment que nous les avons bien accompagnés, bien conseillés pendant ces quelques années qui ont pu précéder une éventuelle cession totale ou partielle, on peut les accompagner pour bâtir une stratégie d'investissement, que ce soit d'investissement financier, immobilier ou autre, dans un souci également de travailler sur le meilleur cadre fiscal pour eux. Donc aujourd'hui, nous, on intervient avec ERES, qui est notre partenaire avec lequel nous travaillons pour nos clients en matière d'épargne retraite, que ce soit de l'épargne retraite individuelle, et donc on a fait un webinaire sur ce sujet, ou l'épargne retraite collective, donc tout ce qui touche à l'épargne salariale. Et pourquoi ERES? Parce que ERES est le seul acteur indépendant et spécialisé uniquement sur la retraite. On a beaucoup d'assureurs, voire de banquiers qui peuvent proposer des solutions de retraite individuelles ou collectives, mais parmi tout un ensemble d'autres produits, entre guillemets, qui proposent à leurs clients, tandis qu'ERES est vraiment spécialisé depuis sa création sur l'épargne retraite, et avec, en plus du fait de son indépendance, un atout, puisque le volet financier de la gestion de l'épargne retraite est fait ce qu'on appelle une architecture ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de proposer ce qu'on appelle des produits maison, vous allez les retrouver dans
pas mal de plans d'épargne d'entreprise, en tout cas pour les petites et moyennes entreprises. RS permet d'ouvrir sur beaucoup de grands gérants français et étrangers qui ont des expertises dans tel ou tel domaine d'investissement. Donc, comme on l'a dit en préambule, on va faire un focus sur ce qu'a apporté la loi Pacte, sur, on va dire, ce qui peut concerner des PME, ETI, et puis on aura, pour traiter les spécificités des petites structures, on fera un focus sur tout ce qui est holding de dirigeants et comment optimiser aussi les systèmes de rémunération pour le dirigeant lui-même, dont il a au moins un salarié dans sa holding. Bruno, je te laisse la parole. Mais merci Jean-François, effectivement. Merci aussi à Sciences Po Lumni de cette invitation. On est ravis de partager avec vous, je dirais, les bienfaits de l'épargne salariale. Donc, moi, je suis directeur régional commercial chez RS. Donc, RS, j'insiste sur un point. Donc, on est une société indépendante et donc, on a une centaine de passionnés, je dirais, au service des dispositifs de partage du profit. Donc, on va parler aujourd'hui d'intéressement, de participation, d'abondement, de tous ces dispositifs-là. Donc, nous, on est une société spécialisée en conseil également sur la rédaction des accords. Et comme Jean-François l'a dit, nous avons un moteur également qui est RS Gestion. Donc, on va pouvoir créer aussi tout un univers de gestion financière indépendant également. Donc, on va s'appuyer sur des compétences d'un Carmignac, d'un Fidelity, d'un Thematics, voilà, tous ces gérants, ces grands noms des sociétés françaises et aussi internationaux. Donc, on va pouvoir les utiliser au sein des fonds communs de placement d'entreprise. Donc, pas uniquement des fonds, je dirais, internes, banquiers, mais toute une gamme de fonds dédiés et, je dirais, sur mesure. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 20 000 entreprises clientes. On gère un peu plus de 5,5 milliards d'encours. Mais c'est surtout cette passion qui nous anime pour le partage du profit. On fait aussi de l'actionnariat salarié. Donc, on a la possibilité d'associer les salariés au capital des entreprises. Donc, c'est des dispositifs qui sont surtout utilisés dans les grandes entreprises et aussi dans les PME, dans les ETI. Sachez que nous sommes un spécialiste du côté et aussi pour les entreprises qui ne seraient pas cotées. Voilà, on fait tout ça. On a prévu dans ce plan aujourd'hui donc de vous présenter toute la partie un peu loi Pacte, ce que permet la loi Pacte. On va faire un focus sur les dernières évolutions réglementaires en la matière, notamment le passage des seuils de 50 salariés. Et comme l'a rappelé Jean-François, on va s'intéresser aussi à un dispositif très efficace, notamment dans les holdings. Mais il y a quand même des points d'attention à chaque fois à respecter. On reste dans du social, donc il faut veiller à être bien accompagné pour bien encadrer tous ces dispositifs-là. On est sur des dispositifs qui sont les plus intéressants aujourd'hui en matière de constitution d'épargne, mais il y a toujours des prérogatives à respecter. Alors, aujourd'hui, dans, je dirais, l'univers des possibles en épargne salariale et épargne retraite, nous avons deux enveloppes. La première enveloppe, c'est le plan d'épargne entreprise. Toute épargne qui rentre dans ce dispositif sera disponible dans 5 ans. Donc, l'épargne qui arrive en 2022 sera disponible en 2027 et j'ai 11 cas de déblocage anticipé. Mes primes d'intéressement, mes primes de participation qui seraient placées dans un plan d'épargne entreprise sont exonérées de fiscalité en entrée, exonérées également de fiscalité en sortie. Il y a uniquement 17,2 de prélèvements sociaux qui s'appliquent sur les plus-values quand je sors de mon plan d'épargne entreprise. Donc, on est vraiment dispositif très intéressant pour, je dirais, économiser par ailleurs de l'imposition sur le revenu. Donc, on reste dans ces mécaniques de rémunération différée. Aujourd'hui, sur le plan d'épargne retraite, donc qui vient cohabiter avec le PE, donc, ce qui veut dire qu'au sein d'une même interface, vous avez la possibilité de gérer votre plan d'épargne entreprise et également votre plan d'épargne retraite collectif. Donc, on a la présence de 3 compartiments. Le compartiment individuel
qui, comme sur un pair individuel, mais là, on est dans une formule qui est collective, donc couverte par l'entreprise, on a la possibilité de faire des versements volontaires déductibles de son imposition sur le revenu et également, si je suis TNS, déductible de mon enveloppe Madelin 154 bis. On a aussi la possibilité à chaque versement de choisir un versement non déductible, ne m'ouvrant pas droit à déductibilité en entrée, mais je ne paierai pas non plus de fiscalité en sortie. Donc, c'est important. Sur le pair individuel, on a fait un webinaire sur cette thématique, mais c'est ce qui recouvre deux choses qui avant étaient deux contrats différents. Vous aviez les contrats Madelin pour les travailleurs non salariés et vous avez le contrat PER, plan d'épargne retraite populaire, que tout le monde pouvait souscrire, qu'on soit salarié ou non salarié. Mais en fait, ça a été regroupé dans le PER individuel. D'ailleurs, dans un bulletin de souscription, vous avez deux cases à cocher selon le régime fiscal dont vous voulez bénéficier. Exactement. Donc, c'est important, effectivement, toute cette évolution, révolution, voire de la loi Pacte, ça permet de regrouper l'ensemble de ces solutions. Donc, le compartiment 2, ça revient, je dirais, à utiliser l'ancien PERCO. Donc, on peut faire alimenter sa participation, alimenter son intéressement. L'abondement vient se générer dans ce compartiment numéro 2. Et si je fais des transferts de jours de repos non pris directement sur mon plan d'épargne retraite, ça vient également s'alimenter dans le compartiment numéro 2. Donc, tout ce qui émane en termes de versement dit collectif vient s'alimenter dans ce compartiment numéro 2. Ce compartiment numéro 2 est le compartiment le plus efficace. Exonération de fiscalité en entrée, exonération de fiscalité en sortie, uniquement, comme sur le PE, 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values. Enfin, mon compartiment numéro 3, qui est le successeur des dispositifs de retraite supplémentaires qu'on appelait anciennement article 83. Donc là, vient se générer dans ce compartiment dit catégoriel. C'est le seul dispositif qui nous permet de sélectionner une catégorie de bénéficiaires. On peut très bien prendre en considération uniquement dans ce dispositif-là les cadres, par exemple, ou voir faire une catégorie dite objective en fonction de la rémunération. Un exemple, une illustration, prendre dans cette catégorie-là uniquement les personnes qui gagnent plus de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, donc plus de 82 000 euros environ. Donc, à chaque dispositif, à chaque compartiment, vous avez des flux d'alimentation. Donc, tout ce qui est individuel arrive dans le compartiment 1, collectif dans le compartiment 2 et catégoriel qui est dans le compartiment 3. Mais, vous le comprenez, au sein d'une même interface de gestion, je vais pouvoir regrouper l'intégralité de mon épargne et on a aussi la possibilité d'aller rechercher des anciens contrats, de les faire transférer dans ce niveau dispositif pour avoir cette vision simplifiée que souhaitait la loi Pacte en réalité et pour éviter aussi la déshérence de certains contrats qu'on pourrait avoir et avoir non transférés par le passé. Peut-être juste insister, même si ce n'est pas le cœur de notre présentation, mais comme on doit avoir, j'imagine, quelques DRH dans l'auditoire, sur les anciens articles 83. Donc, la possibilité de transfert, d'une part, et pour les anciens articles 83, mais qui ne sont plus actifs, sur lesquels il n'y a plus d'obligation de versement, là aussi, la possibilité qu'offre la loi Pacte de pouvoir transférer ça sur un autre compartiment. Peut-être en dire 2 mots, Bruno. Oui, bien sûr. Effectivement, donc, imaginons, j'ai quitté ma société, j'avais un ancien dispositif de retraite supplémentaire article 83. J'ai la possibilité de venir le transférer dans mon dispositif ouvert au sein de l'entreprise. Donc, si c'est uniquement des versements qui ont été faits par le biais de l'entreprise, ça vient alimenter ce compartiment numéro 3. Si j'avais fait des versements purement individuels, m'ayant ouvert droit à déductibilité au niveau de l'impôt, donc cette part de versement individuel vient alimenter le compartiment numéro 1. On insiste sur cette notion de compartiment. Pourquoi? Parce qu'il y a une fiscalité qui est différente en fonction des compartiments. Le compartiment 2 est le plus intéressant. Après vient le 1, après vient le 3.
Et surtout aussi, dans le compartiment 1 et dans le compartiment 2, finalement, j'ai une souplesse totale en sortie. Donc, ce qui veut dire que je peux faire des rachats fractionnés au moment de la sortie. Je vais pouvoir aussi sortir une partie en vente, mais pas forcément la totalité. Alors que dans le compartiment numéro 3, on est sur une sortie en rente viagère, donc un outil, je dirais, qui n'a pas évolué, qui est resté sur cette préparation à la retraite avec une sortie, avec un revenu régulier et différé. Alors, en fonction de la taille de l'entreprise, je vais avoir des possibilités plus ou moins importantes et la loi Pacte est venue, je dirais, favoriser le tissu TPE-PME. Le constat est le suivant. Au sortir de la loi Pacte, on s'est aperçu que les TPE-PME, on va dire les effectifs de moins de 50 salariés, avaient un taux d'équipement très faible. On était sur un taux d'équipement inférieur à 20%. À l'inverse, les sociétés comptant plus de 50 salariés ayant cette obligation de participation, on est sur un taux d'équipement beaucoup plus fort. Donc, le législateur est venu supprimer ce forfait social sur les entreprises de moins de 11 salariés et moins de 50 salariés. Ce forfait social est supprimé, ce qui veut dire que sur l'intéressement, participation et l'abondement, si j'ai moins de 50 salariés, je ne paye pas de contribution patronale additionnelle. Donc, c'est venu remettre un intérêt majeur. Depuis la sortie de la loi Pacte, nous avons connu chez RS des années historiques. L'année dernière, nous avons équipé pour environ 5 000 plans d'épargne salariale, ce qui est une année record pour nous. Donc, autant dire que malgré le contexte sanitaire, les sociétés, les TPE, les PME ont bien compris qu'elles avaient intérêt à utiliser ce mécanisme en tant que rémunération différée. Et on va le voir après en termes de souplesse. Un accord d'intéressement est très souple, un accord de participation un petit peu moins, mais c'est un peu différent. Et on a aussi cette possibilité de mettre en place de l'abondement. Donc, sur les moins de 11 salariés, donc pas de forfait social sur tous les flux. C'est là où c'est très, très intéressant, je dirais. Et nous n'avons pas l'obligation non plus d'avoir des représentants du personnel. Donc, les dispositifs peuvent être mis en place de façon très simplifiée. Un PE, un PER plus un accord d'intéressement peuvent être mis en place par décision unilatérale employeur s'il n'y a pas de comité social économique. Entre 11 et 50 salariés, là, à partir de 11, donc j'ai une obligation qui est d'avoir un comité social et économique, un CSE, et d'avoir organisé des élections en tout cas. Si je n'ai pas de CSE, donc j'ai un procès verbal de carence, mais en tout cas, je dois avoir organisé des élections. Le procès verbal de carence est valable 4 ans. Donc, entre 11 et 50, c'est là où c'est le plus intéressant. Entre 50 et 250, le législateur a aussi supprimé le forfait social sur l'intéressement. Ça veut dire qu'on va avoir, je dirais, plutôt intérêt sur ces sociétés donc inférieures à 250 salariés d'optimiser la partie intéressement pour gagner en attractivité, en montant de budget. Et au-delà de 250 salariés, le forfait social est de 16% sur le PER collectif et de 20% sur le plan d'épargne entreprise. On insiste aussi sur un point. Si ma société qui compte plus de 250 salariés est toujours équipée d'un PERCO, il faut faire évoluer la gestion financière du PERCO pour pouvoir avoir ce forfait social à 16%. Et ça, il faut le faire avant le 30 septembre 2022. Mais on va retenir, je dirais, les grandes idées, je dirais, forfait social à 16% pour les plus de 250 et forfait social à 20% sur le PE. Donc, à partir de… Quelle que soit la taille de l'entreprise, de toute façon, ça reste extrêmement intéressant par rapport à du salaire ou de la prime classique, même si ça l'est beaucoup plus pour les plus petites structures, mais même pour les grandes entreprises, on est sur du 16 ou du 20%.
par rapport à des charges des cotisations sociales qui sont nettement plus élevées. Donc, c'est le meilleur outil de rémunération. On verra ensuite qu'il y a des contraintes, hein, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Exactement. Donc, comme vous l'avez compris, taux d'équipement très faible sur les moins de 50. Donc, on va plutôt parler de marché d'équipement où la pédagogie est importante. Et pour les plus de 250, enfin pour les plus de 50, pardon, on va plutôt parler d'un marché de reprise. Mais on est quand même… Oui, reprise, peut-être pour dire ce que c'est. En fait, c'est plutôt des marchés de transfert de dispositifs existants, puisque c'est des dispositifs qui peuvent se transférer. Donc, je pense que c'est ce que tu voulais dire. Hein. Les petites entreprises ne sont pas équipées, les plus grandes ne sont plus. Donc, on est plutôt, on le verra après, à analyser les dispositifs existants pour voir l'opportunité d'un transfert et en profiter aussi pour mettre à jour les accords si besoin. Exactement. Alors, on va parler de gains, effectivement. Donc, pour 1 000 € dépensés par l'entreprise, on le rappelle, nous avons des contributions patronales, des contributions salariales, de la CSG, CRDS et de l'impôt. Donc, on a simulé un budget entreprise de 1 000 € en termes de capacité d'épargne pour le salarié s'il est imposable à 30%. On arrive à un petit peu moins de 400 € d'épargne disponible. Donc, on va dire 39% d'efficacité. Si j'ai un forfait social à 20%, Jean-François l'a très bien rappelé, on reste sur un dispositif qui reste très efficace. Forfait social à 20%, ce qui nous fait un budget quasiment doublé par rapport à du salaire. Forfait social à 0%, donc là, il nous reste uniquement en termes d'assujettissement 9,7 de CSG, CRDS. C'est là où on a un effet multiplicateur entre le salaire et les primes qu'on va pouvoir générer. À budget équivalent, on arrive sur un rapport quasiment de 1 à 3. Et petit rappel, donc pour les moins de 50, tout est supprimé en termes de forfait social sur tous les flux. Moins de 250, il nous reste l'intéressement à 0%. Et enfin, pour tous les autres cas, on est à 16% sur la partie retraite et à 20% sur la partie PE. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, alors, mon accord de participation est obligatoire à partir de 50 salariés. On va le voir tout à l'heure, le seuil des 50 salariés a évolué depuis la loi Pacte. On est sur des formules purement mathématiques. Donc, la réserve spéciale de participation qui est calculée par notre cher expert comptable, notre commissaire aux comptes. On est sur un système qui est de dire si mes capitaux propres, si mon bénéfice, la moitié de mon bénéfice est supérieur à 5% de mes capitaux propres, ça vient déclencher une participation. Au-delà de 50, c'est obligatoire, ce qui fait qu'on a un taux d'équipement qui est très fort. On est sur le dividende du travail, donc on vient partager du profit entre l'entreprise, les salariés et l'actionnaire. Et c'est Monsieur le général de Gaulle qui l'avait rendu obligatoire à l'époque. L'intéressement, on est sur un dispositif qui est 100% facultatif. Il faut que les objectifs sélectionnés soient aléatoires et collectifs. Et on va sur des critères d'amélioration de la performance, d'amélioration de la rentabilité. Et on va aussi pouvoir, je dirais, intégrer au sein de l'accord d'intéressement, l'utiliser comme un outil de management et de fidélisation, l'ensemble des critères qui sont chers à l'entreprise. Si on veut mettre des critères propres à une démarche RSE qu'on aurait entamée au sein de l'entreprise, des critères propres à aller rechercher des nouveaux clients, à des critères liés à la digitalisation, on peut tout à fait tout intégrer. Un accord d'intéressement, c'est 3 rubriques en réalité, des seuils de déclenchement que je dois définir qui soient aléatoires, des critères associés, je dirais, à une enveloppe de distribution et aussi comment je répartis cette prime d'intéressement. C'est le même principe que pour la prime de participation. J'ai 3 façons de répartir ces primes à chaque fois. À la rémunération, celui qui gagne plus
à plus, sachant que notre dirigeant est toujours plafonné aux salariés mieux payés, à autant de présence, donc ce qui veut dire que plus je suis présent dans l'année, plus j'ai une prime qui est forte. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est présent à temps plein a la même chose que son petit voisin qui est présent à temps plein, même si on a des écarts de rémunération. Et enfin, une répartition dite uniforme, ce qui veut dire que si j'ai passé une journée dans l'entreprise ou toute l'année, j'ai le même montant. Et le plus souvent, donc, on va mixer une partie de répartition au temps de présence et à la rémunération. Et c'est un dispositif qui est très souple, très maniable, et on a une contrainte, entre guillemets, de mise en place qui est, il faut le mettre en place au cours de la première moitié de l'exercice, ce qui veut dire que si je clôture mon exercice comptable au 31 décembre, je dois l'avoir mis en place et signé et déposé à la direction du travail au plus tard le 30 juin de l'année. À chaque fois, nous avons des minimums et des maximums en termes de montant que je distribue. Mon minimum au titre de la participation, c'est la formule légale, mais je peux très bien verser, par exemple, jusqu'à la moitié de mon bénéfice net comptable en termes de max de participation. En termes d'intéressement, j'ai la possibilité d'aller jusqu'à 20% de la masse salariale, ce qui est l'équivalent d'un peu plus de 2 mois de rémunération. On est sur des dispositifs qui sont plutôt très généreux, mais sur l'intéressement, typiquement, je vais pouvoir mettre un montant forfaitaire, un pourcentage du résultat. Ce sont des choses qui sont très souples. Je peux aussi dire, si les résultats sont atteints, c'est 10 000 euros qui est distribué par collaborateur, par exemple. Et j'ai un plafond individuel par accord d'entreprise qui est l'équivalent de 3/4 du plafond annuel de sécurité sociale, ce qui veut dire que je peux très bien avoir au maximum 30 852 euros au titre de la participation, plus 30 852 euros au titre de l'intéressement. Donc, on arrive sur des mécanismes qui vont pouvoir aller optimiser plus de 61 000 euros de rémunération différée, mais surtout de la rémunération qui va pouvoir être exonérée d'imposition sur le revenu. Alors, en matière d'évolution réglementaire, la loi Pacte est venue assouplir ce passage de seuil des 50 salariés. Donc, pour être, je dirais, dans l'obligation de mise en place de la participation, il faut que j'ai plus de 50 salariés pendant 5 ans consécutifs. Donc, si jamais, lors d'une année, imaginons en 2024, mon seuil des 50 salariés, je suis tombé à 48 salariés, par exemple, ça vient repousser, je dirais, encore pour 5 ans, mon obligation de mettre de la participation. Donc, on est bien sur du 5 ans consécutif avec ce seuil des 50 salariés atteint. En fonction d'éligibilité du dirigeant. Donc, j'ai vu tout à l'heure la question sur le chat. Est-ce que, en gros, quand est-ce que le dirigeant est éligible? Pour les entreprises entre 1 et 49 salariés, mon dirigeant est éligible à l'ensemble des mécanismes d'épargne salariale, que ce soit l'abondement, que ce soit l'intéressement, que ce soit la participation. Donc, on a vraiment tous les dispositifs activables possibles pour le dirigeant, modulo bien sûr le fait qu'il y ait un salarié dans la structure. L'épargne salariale porte bien son nom. On a bien le mot salarié dans l'épargne salariale. Donc, pour qu'on puisse faire cette épargne salariale, il faut au moins avoir un salarié en plus du mandataire social. Entre 50 et 249 salariés. En tant que dirigeant, je reste toujours éligible à l'abondement, à l'intéressement. En revanche, la participation étant obligatoire à partir de 50, si j'ai passé ce seuil pendant 5 ans consécutifs, je suis éligible à la participation uniquement sur la partie de dérogatoire. Donc, si je suis sur un accord standard, formule légale, donc mon dirigeant n'est pas éligible. Si j'ai façonné, je dirais, une formule dérogatoire, donc si je verse plus, mon dirigeant est éligible, comme l'ensemble des autres salariés, à une quote-part de la différence entre
ma formule légale et ma formule dérogatoire. Donc, imaginons, j'ai 100 000 euros de participation formule légale, je verse 50 000 euros de participation dérogatoire, on est 50, donc grosso modo, j'aurai 1 000 euros en tant que dirigeant de la société, vraiment sur cette fraction. Autant dire que, vu que le forfait social est supprimé pour l'accord d'intéressement, donc on va plutôt, et que mon dirigeant est éligible, je dirais, si je suis entre 50 et 249 salariés, j'ai plutôt intérêt à faire de l'intéressement, car en tant que dirigeant, je vais être éligible à l'intéressement, mais comme un salarié à part entière. Et surtout, je n'aurai pas ce forfait social à supporter. Au-delà de 250 salariés, mon dirigeant n'est plus bénéficiaire d'aucun des dispositifs. Donc, c'est important d'avoir aussi cette vision, je dirais, et cette notion d'effectif. Imaginons que je sois dans un groupe, elle est appréciée entreprise par entreprise. Donc, cette notion de forfait social, imaginons que j'ai un groupe de 3 sociétés, une société qui compte plus de 50 salariés, qui va supporter son forfait social sur la participation, imaginons. J'ai une société qui compte 10 salariés, j'ai mis en place de la participation. Cette société qui a 10 salariés, mais qui est dans le même groupe, ne paiera pas de forfait social. Tant qu'on n'est pas reconnu unité économique et sociale, on vient apprécier la notion d'effectif entité par entité. Il y a une question sur le chat, j'ai vu. Alors, dirigeant mandataire social, n'est-ce pas? Tout à fait. Je profite de cette question notamment pour préciser quand même un point, c'est que mon dirigeant, pour qu'il soit bénéficiaire, il faut le prévoir dans les accords d'intéressement, dans les accords de participation. S'il n'est pas expressément prévu, il n'est pas bénéficiaire de l'intéressement et ou de la participation. Donc ça, c'est aussi un point d'attention. On n'insistera jamais assez sur le fait d'être bien accompagné. Alors, on va s'intéresser rapidement, avant de revenir dans le cas pratique des holdings. Donc, j'ai bien la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement dans les holdings. En revanche, je dirais le Code du travail nous précise un point important, et notamment le guide épargne salariale. Pour pouvoir baser ma holding sur des critères liés aux résultats de mes structures filles, il faut que 2/3 de mes effectifs des filiales soient couverts par un accord d'intéressement pour que je puisse faire un accord d'intéressement au sein de la holding. Ça, c'est assez important. Et donc, par analogie et par raccourci, on a tendance à dire que si on n'arrive pas à trouver des critères distincts au niveau de la holding, donc on va appliquer cette règle, je dirais, à toutes les sociétés. Donc, cette notion de 2/3 d'effectifs, elle est appréciée sur les structures filles, ce qui veut dire que si j'ai un groupe dans lequel j'ai 60 salariés dans une, 10 salariés dans une autre, j'ai besoin d'équiper d'un accord d'intéressement la structure qui comporte les 60 salariés. Je n'aurai pas l'obligation de faire un accord d'intéressement sur celle qui comporte 10 salariés. Donc là, j'aurais couvert 2/3 de mes effectifs. Quand on parle d'équipement, on ne parle pas forcément du même montant en haut ou en bas. Donc, on parle bien d'avoir proposé un dispositif d'intéressement en amont dans la structure fille avant la mise en place dans la structure holding. Donc, c'est possible. Sur une question qui est relative à la slide précédente, les auto-entrepreneurs, comme ces dispositifs, pour les mettre en place, il faut au moins un salarié. Effectivement, les structures auto-entrepreneurs ne rentrent pas dans ce système-là. Après, il faut aller sur des plans d'épargne retraite individuels, mais vous ne pouvez pas mettre en place ces dispositifs collectifs, puisqu'il n'y a pas de notion de collectif. Je partage effectivement ton commentaire. Alors, en termes de partage d'expérience, donc dans les holdings patrimoniales, on va pouvoir faire bien sûr de la participation. C'est important, hein. Ce n'est pas parce que c'est obligatoire dans les plus de 50
qu'on ne peut pas le faire dans les moins de 50. Il y a aussi une particularité assez intéressante, c'est quand je passe le seuil des 50 salariés, donc avant ce franchissement, je peux mettre en place un accord d'intéressement qui va me permettre, si pendant 5 ans consécutifs, donc j'ai bien mon obligation qui est naissante, donc tant que je suis équipé d'un accord d'intéressement, ça vient repousser mon obligation de mise en place d'un accord de participation. Donc ça, c'est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que notre intéressement, on va pouvoir le piloter de façon beaucoup plus fine. On n'est pas sur des formules mathématiques, mais vraiment un outil de management et de fidélisation des salariés. Et aussi, on va être sur un forfait social à 0%. En plus, même si je vais aller sur un raisonnement un peu par l'absurde, si je mettais la même formule de calcul de la participation dans mon accord d'intéressement, vu que je suis dans un accord d'intéressement, je paierai un forfait social à 0%. Donc, ça, aussi une disposition très importante quand j'approche des 50 salariés. Et enfin, autre solution qui permet de maîtriser le budget entre un accord d'intéressement et un accord de participation, on a la possibilité de combiner dans ma formule d'intéressement, je précise bien l'intéressement, on a la possibilité de venir prendre en considération ce qui aurait déjà été versé au titre de la participation. Prenons un exemple. J'ai décidé de verser 200 000 € de budget au titre de mon accord d'intéressement. Ayant peur de la maîtrise de ce dernier, je voudrais quand même prendre en considération ce qui est versé au titre de la participation. Donc, dans ma formule de calcul d'intéressement, j'aurais bien précisé au préalable que je verse un intéressement, déduction faite de ce qui aurait été versé au titre de la participation. Ce qui veut dire que si ma participation représente 150 000 €, donc mon intéressement va déclencher, je dirais, ces 50 000 € de delta. Si ma participation, à l'inverse, j'ai eu un résultat qui était exceptionnel, on arrive à 400 000 € de participation, mon intéressement, vous l'aurez compris, va déclencher 0. Donc, c'est aussi à prendre en considération. On peut, dans la formule d'intéressement, intégrer ce qui aurait déjà été versé au titre de la participation pour éviter un budget supplémentaire. Voilà pour ce partage des bons conseils. Et une petite question sur les dirigeants de SAS qui sont assimilés salariés au titre des cotisations. Oui. La question est de savoir est-ce qu'ils ont le statut de salarié au niveau des dispositifs d'épargne retraite. On est effectivement dans des assimilés salariés, donc il faut bien un salarié en plus du mandataire pour mettre en place les dispositifs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question qui était posée. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Il ne peut pas être seul. Non, il ne peut pas être seul, mais justement, dans ce qu'on va présenter là, c'est une excellente transition. On va voir que là, je dirais le premier postulat, c'est de se dire que tous ces dispositifs sont collectifs et qui vont bénéficier à l'ensemble des salariés. C'est effectivement une réalité. On avait hésité à rebaptiser un petit peu cette présentation en épargne salariale ciblée ou pas. Et donc, on va voir effectivement qu'on va pouvoir faire des choses supplémentaires, et notamment en matière d'accord d'intéressement et aussi pour des dirigeants assimilés salariés qui n'auraient pas de salariés. Alors, on connaît un accord d'intéressement classique dans lequel je demande une atteinte de résultat, par exemple, et je vais reverser à tout le monde, en fonction de la rémunération, en fonction du temps de présence, peu importe, cette prime. Donc ça, c'est une chose. Ce qui est un peu méconnu, c'est qu'on peut faire un accord d'intéressement, donc même principe, avec une enveloppe et des critères de répartition, mais on peut aussi faire un accord d'intéressement basé sur des unités de travail. L'idée n'est pas d'exclure quelconque personne, je dirais, du dispositif d'intéressement, mais surtout de pouvoir faire un ciblage un peu plus fin, notamment sur des fonctions support, sur des fonctions commerciales, sur des fonctions de production. Donc, l'idée est de regrouper les personnes, non pas en fonction d'une catégorie,
mais de regrouper les personnes en fonction de missions, en fonction de tâches qu'ils vont réaliser. Donc, c'est pour ça que on va prendre les commerciaux, on va pouvoir regrouper les commerciaux, les fonctions support. Donc, c'est sur ce type de critères qu'on va pouvoir rédiger notre accord d'intéressement. Ce qui fait qu'on va pouvoir rédiger notre accord d'intéressement sur des unités de travail, mais aussi, on va pouvoir faire notre accord d'intéressement avec des enveloppes qui soient différentes. Donc, on va pouvoir mettre une enveloppe un peu plus forte sur des unités de travail, voire un peu plus faible sur d'autres, et mettre des montants, des critères de répartition qui soient différents dans l'unité de travail 1 et dans l'unité de travail 2. Nous, ce qu'on préconise, notamment chez RS, bien sûr, c'est de faire un socle commun pour que notre accord reste bien sûr collectif et qu'il ne soit pas attaquable et opposable, je dirais, auprès des URSSAF. Donc, on va faire, imaginons, un socle commun d'atteinte d'objectifs, mais après, on va venir différencier par unité de travail. Mais on le rappelle… La question qu'on a parfois, c'est effectivement, quand il y a des unités de travail où on peut évidemment avoir des objectifs principalement quantitatifs, je ne sais pas, l'équipe commerciale par exemple. Et dans d'autres cas, évidemment, on va aller plutôt chercher des critères qualitatifs. Je ne sais pas s'il y a des statistiques de retour, de satisfaction client, de présentéisme, voilà. Ça aussi, selon les unités de travail, on peut adapter la nature des objectifs et les mixer. Tout à fait. Et ce qu'il faut, c'est que le critère soit aléatoire et surtout qu'il soit suivi dans le temps. Pour bien sûr prouver qu'il est aléatoire, il faut déjà que ce critère ait été suivi par le passé et on va être sur une amélioration de l'objectif. Donc, je reprends notre exemple d'accord d'intéressement. Donc, j'ai un objectif commun pour lequel je vais distribuer 2% de l'EBITDA. Donc, je vais mettre un seuil d'EBITDA, par exemple, à atteindre. Donc, ça, c'est le montant que je vais pouvoir répartir pour l'ensemble des bénéficiaires de l'accord d'intéressement. Et après, donc là, j'ai identifié 3 unités de travail, fonction siège et fonction support. Donc là, je vais prendre 5% de la masse salariale, mais je vais pouvoir leur affecter des objectifs différents et je vais prendre une répartition à la rémunération. Pour mon unité de travail numéro 2, je vais prendre 3% du chiffre d'affaires si les critères ont été atteints. Et là, j'irai sur une répartition au temps de présence. Enfin, pour tout ce qui est logistique, approvisionnement, unité de travail numéro 3, j'aurais mis des critères donc liés bien sûr à tout ce qui est ponctualité et délai. Et je vais verser 800 € par ETP. Et là, même principe, je vais affecter au temps de présence. Donc, il faut avoir à l'esprit que cet accord d'intéressement, il est totalement souple, totalement malléable. Et puis surtout, on va pouvoir l'utiliser comme un réel outil de management, de fidélisation des salariés. Mais surtout, ça peut être ciblé. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. Peut-être rappeler que l'accord d'intéressement, il est prévu pour 3 ans, mais qui peut être revu annuellement, évidemment en respectant des délais, donc pas le 31 décembre pour le 1er janvier, mais voilà, surtout quand il s'agit de mise en place, un chef d'entreprise ou DRH ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, comment ça va distribuer, donc il doit savoir qu'il peut éventuellement faire évoluer le dispositif ou pour qu'il distribue plus parce qu'il s'est aperçu qu'en fait ça se déclenchait pas suffisamment, ou au contraire de modifier les critères de déclenchement notamment pour distribuer au moins. Donc c'est pas figé pendant 3 ans. Exactement. C'est pas figé pendant 3 ans et puis surtout on peut maintenant le faire sur 1 an, 2 ans et prévoir une tacite reconduction une fois. Mais on peut effectivement revoir, tant qu'on est dans le délai de conclusion, les formules qu'on a précisées dans l'accord d'intéressement. Nouveauté permise depuis la loi Pacte. Donc, on est toujours dans cette, je dirais, recherche de ciblage possible. On peut faire maintenant de l'intéressement de projet.
On peut le faire notamment dans une entreprise ou entre plusieurs entreprises, mais on va prendre le cas le plus simple. On va le faire au sein d'une entreprise qui est déjà équipée pour l'ensemble des salariés d'un accord d'intéressement. Donc, on va faire un dispositif interne qui va couvrir potentiellement une partie des salariés qu'on va pouvoir intégrer à cet accord. Donc, on peut faire un ciblage très fin et le plafond est inchangé. On reste bien sûr sur un accord d'intéressement plus un intéressement de projet qui peut aller au maximum à 20% de la masse salariale et limiter à titre individuel à 3/4 du plafond annuel de sécurité sociale. Donc, j'ai tendance à vous dire, soyez inventifs, entre guillemets, en termes d'accord d'intéressement. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir 2-3 critères maximum pour simplifier la compréhension et la pédagogie qu'on irait faire autour de ces dispositifs. Mais retenez aussi qu'on peut faire des choses très ciblées, intéressement de projet, intéressement unité de travail. Donc, on est là avec Jean-François pour vous accompagner dans ces rédactions d'accords spécifiques. Et surtout, on va pouvoir intégrer au sein de cet accord d'intéressement tout ce qui compte pour l'entreprise. Donc, on va se calquer, pourquoi pas, sur le business plan de la société. Quand on veut que la société, dans 5 ans, réalise un business plan, et bien sûr, il y a des jalons intermédiaires. Donc, c'est ce que peut reprendre notre accord d'intéressement et donner du sens pour les salariés. Accord d'intéressement, donc on a vu tout ça. Et enfin, on va revenir rapidement du coup sur ce compartiment numéro 3, ce compartiment catégoriel. Là, on va pouvoir définir une catégorie de bénéficiaires. C'est aussi la solution qu'on va pouvoir mettre en œuvre si je suis mandataire social d'une SAS, donc je suis président de ma SAS et que je n'ai pas de salarié, mais je peux quand même faire ce dispositif de retraite supplémentaire, donc financé par l'entreprise. Donc, on va utiliser principalement les grandes catégories, donc cadre, non cadre. Depuis l'année dernière, je dois faire référence. Depuis l'année dernière, donc anciennement, il y a eu la fusion entre le régime AGIRC et le régime ARCO. Donc, on ne peut plus faire aux catégories cadre et non cadre. Donc, il y a beaucoup d'articles 83 qui sont encore rédigés de la sorte. Donc, maintenant, il faut faire référence au contenu de l'ANI du 17 novembre 2017. On utilise aussi comme catégorie objective les seuils de rémunération. Donc, on va exprimer en multiple du plafond annuel de sécurité sociale. Donc, j'ai le droit de faire une catégorie pour laquelle je prends uniquement le personnel dont la rémunération est supérieure à 3 passes, donc supérieure à 124 000 euros, par exemple. Et enfin, on peut aussi faire référence, si la convention collective nationale le permet, à un premier niveau de classification. Donc là, on est sur le compartiment 3, donc le PER obligatoire, ce qu'on appelle le PER anciennement article 83. Donc, là, on est sorti un tout petit peu du cadre de l'épargne retraite PE-PERCO. Exactement. On est vraiment sur l'ancien 83, mais on voulait vous en faire part. Pourquoi? Parce qu'il fait partie maintenant de ce compartiment numéro 3, donc au sein du PER. Et puis surtout, il fait partie aussi de cette stratégie d'aller pouvoir cibler ces dispositifs-là. On n'est pas uniquement sur des dispositifs qui sont collectifs. C'était un peu de combattre ces idées reçues. En fait, tous ces dispositifs peuvent tout à fait cohabiter au sein de cette même enveloppe qu'on appelle le PER aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des systèmes qui sont exclusifs les uns des autres. Au contraire, l'idée, enfin, si c'est le souhait de l'entreprise, c'est d'utiliser tous les dispositifs pour optimiser le système de rémunération, tant du point de vue de l'entreprise que du salarié, et d'en faire un véritable outil de recrutement et de management. Complètement. Et vous l'avez compris, attractivité très, très améliorée pour les TPE et les PME. Donc, autant s'en saisir rapidement. Un mapping rapide qu'on vous propose donc, pour toute l'entreprise, intéressement, participation, abondement, pour des équipes, donc unité de travail, projet, catégorie de personnes, régime de retraite supplémentaire.
Si je veux cibler par ailleurs le top management ou un individu en particulier, donc j'ai mon intéressement de projet et aussi mon pair individuel payé par l'entreprise, c'est également possible. Le cas concret. Alors, on va partir maintenant sur la TPE, on va dire, donc la holding qu'on va pouvoir retrouver. Vous l'avez compris tout à l'heure, donc moi, il me faut une contrainte pour l'épargne salariale, c'est d'avoir un salarié en complément du mandataire social. Sur ma holding, il faut aussi que j'ai, si je veux faire de l'intéressement, je ne suis pas obligé, mais en tout cas, si je veux en faire, il faut que je sois attentif aussi à l'équipement des structures filles en dessous. Donc, on le revient. Donc là, on fait un focus moins de 50 salariés. Donc, on arrive sur l'efficacité de 90%, sachant que si j'additionne intéressement, participation et abondement, je suis un peu plus de 71 000 € de rémunération que je vais pouvoir optimiser, rendre efficiente si la structure le permet, si les résultats le permettent et aussi si j'ai mon salarié en plus du mandataire social. Donc, 0% de forfait social vu que je suis moins de 50 salariés, exonération des cotisations sociales, donc hormis mes 9,7 de CSG et CRDS, exonération de l'impôt sur le revenu, donc de toutes ces sommes qui seraient amenées à être épargnées. Et un point qui n'est pas mentionné et qui est quand même important, c'est que l'ensemble de ces mécanismes d'épargne salariale vont permettre de réduire l'imposition sur les sociétés car c'est une charge de personnel. Donc, le cas pratique. Même dans le cas où il y a un déblocage immédiat, puisque le salarié ou le dirigeant qui bénéficie du système, au moment où la prime se déclenche, a le choix donc entre la percevoir tout de suite s'il le souhaite ou la verser dans l'un des plans d'épargne. Mais de toute façon, il y a une économie de charge qui demeure. La différence, ça sera l'économie d'impôt sur le revenu. Mais à budget équivalent. J'ai l'argument de l'entreprise qui me dit: ah oui, mais bon, vous savez, mes salariés, ils ont besoin de prendre l'argent tout de suite. Je dis: ça les empêche absolument pas de le prendre tout de suite. Et ça fait quand même faire une économie de charges sociales à tout le monde. L'argument, effectivement, il est très simple. Hein, vous l'avez compris, à budget équivalent, on peut permettre, je dirais, quasiment 3 fois plus. C'est là où la rémunération est la plus intéressante, la rémunération différée. Et surtout, c'est un outil de management pour attirer, fidéliser également les compétences. Alors, notre cas, Braise SARL, Holding LIS, qui est présent de 2 filles. Nous avons là une rémunération du dirigeant de 100 000 €, rémunération du DAF de 60 000 €. Donc, c'est le DAF qui est salarié de la structure. On a fait calculer par expert comptable combien nous donnerait la formule légale de participation. Donc, ça fait 10 000 €. Et on a une clôture comptable au 31 décembre. Donc, l'idée, c'est aussi de voir un petit peu en termes de cadencement comment ça se réalise. Les questions qu'on peut se poser. Notre dirigeant nous demande d'optimiser sa rémunération. Qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Quel type d'accord privilégier? On va voir s'il faut faire une différence entre intéressement et participation. Et les montants maximum que je vais pouvoir aller optimiser avec cette étude de cas. Les solutions sont assez simples. En réalité, nous allons là, maintenant, en mai 2022, faire un accord de participation basé sur l'exercice 2021. On peut le faire et donc on va le mettre en paiement en 2022. Ce paiement, cette mise en paiement de participation en mai 2022 pourra en plus déclencher l'abondement dans les dispositifs plan d'épargne d'entreprise, PER. Quand on sélectionne un abondement, on choisit quel est le flux d'alimentation qui vient abonder. Donc, on peut très bien dire que c'est la participation qui permet l'abondement. Enfin, quel type d'accord privilégié? Vous l'avez compris, sur ce type de structure, j'ai déjà mon intéressement qui est déployé dans mes structures filles. Donc, j'aurai la latitude de faire de la participation plus de l'intéressement. L'intéressement, je vais le rédiger en 2022 pour une mise en paiement l'année prochaine, ce qui veut dire que j'aurai mes 2 dispositifs qui vont être en rythme de croisière se déclencher. Et donc, en termes de montant, donc en 2022,
j'aurais fait mon abondement plan d'épargne interentreprise, mon abondement PER pour les 2 personnes qui sont dans la structure, ce qui me fait une optimisation de quasiment 30 000 € de rémunération. Et en 2023, je vais ajouter la brique intéressement qui va venir se verser. Et on est au maximum à 20% de la masse salariale, ce qui nous fait une enveloppe supplémentaire de 30 000 €. Donc, j'aurai en rythme de croisière une optimisation de 60 000 €. En termes de calendrier, donc 2022, je mets en place le dispositif PEPR, je mets en paiement la participation, je fais les versements d'abondement, je n'oublie pas l'intéressement que je dois rédiger là avant le 30 juin. Et enfin, chaque année après, en mai, j'irai verser mon intéressement, ma participation et mes abondements. Vous voyez qu'un schéma assez simple, j'ai optimisé 60 000 € grosso modo, ce qui fait en l'espace de 10 ans une optimisation de 600 000 € net d'impôt, on le rappelle. Voilà pour l'étude de cas. Je vois l'heure qui tourne un petit peu, donc je me dépêche, promis. En matière d'offres d'épargne salariale, d'épargne retraite, donc on va pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de ces mécanismes avec Jean-François, avec Madeleine Finance, sur l'épargne salariale, la retraite collective, sur la retraite individuelle. On fonctionne également pour des PME, des ETI avec des audits juridiques, des audits financiers. Donc, on va regarder l'existant pour s'assurer qu'il est bien en phase avec vos souhaits et si on peut les optimiser ou pas. Et enfin, c'est cher à notre ADN ARS, on est en architecture ouverte, ce qui veut dire que les mécanismes de gestion financière, donc on va s'appuyer sur les compétences de toutes ces sociétés-là, permettre également de créer un moteur gestion financière au sein de ces dispositifs d'épargne salariale. Très souvent, on est sur une offre interne maison. Là, on va s'appuyer sur l'ensemble de ces compétences. Juste pour revenir sur le slide précédent, sachez que nous sommes en train de réfléchir à une offre dédiée pour Sciences Po, pour les adhérents de Sciences Po en matière d'épargne salariale avec des conditions tout à fait intéressantes, que ce soit sur la phase audit accompagnement, que sur la phase mise en place ou transfert de dispositifs existants. Voilà, on est en discussion avec Bernard Heboul sur ce sujet-là, comme d'ailleurs sur la partie plan d'épargne retraite individuelle. Donc, si nous finalisons, vous serez informé des conditions tout à fait privilégiées dont vos entreprises pourraient bénéficier et vous, à titre personnel, pour les plans d'épargne retraite individuelle. Complètement. On a aussi de la gestion pilotée. Je sais que ça peut, pour un public non averti, on fait de la gestion pilotée dans le plan d'épargne. On doit être les seuls sur la place à le faire, à ma connaissance. On fait de la gestion pilotée aussi sur le PER, mais ça, c'est obligatoire et réglementaire, avec 3 profils de risque. Et on a aussi décliné cette gestion pilotée en investissement socialement responsable. Donc, on a un moteur gestion financière, gestion libre qui est pléthorique. Et on a aussi de la gestion pilotée pour satisfaire, je dirais, un public averti avec la gestion libre et un public un peu moins averti avec cette gestion pilotée. On a créé aussi 3 nouveaux fonds avec des thématiques. Donc, l'investisseur non averti va pouvoir investir sur des thématiques. C'est aussi important pour nous. Et dernière nouveauté aussi, on a créé un fonds environnemental car donc, il y a bien sûr le label ISR pour la gestion de l'eau, gestion des déchets. Donc, toutes ces choses-là. Et c'est notre société RS Gestion qui crée l'ensemble de ces véhicules. En précisant on l'a dit en préambule, il ne s'agit pas d'à ce moment-là, l'enveloppe est créée par RS, mais les sous-jacents dans ces différents fonds et profils, ce sont des fonds qui sont sélectionnés auprès de gérants externes. Donc, on n'est vraiment pas dans le schéma où une banque va vous proposer son plan d'épargne avec ses propres fonds. Là, il y a des enveloppes créées par RS, mais qui à l'intérieur sont ce qu'on appelle en multigestion. Donc, vous allez pouvoir retrouver un fonds Carmignac, un fonds Fidelity, un fonds Rothschild, voilà. Exactement. Puis-je te laisser le mot de la fin, mon cher écoutez, nous avons respecté le
timing minute près. Nous vous remercions de votre attention et espérons que le sujet vous a intéressé, que nous avons pu vous éclairer de façon pédagogue sur des sujets qui parfois sont un peu techniques. Et nous restons à votre disposition s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez avancer, réfléchir. La présentation vous sera adressée, donc vous aurez les coordonnées en fin de présentation. Il y a le replay qui sera également diffusé. Donc, merci à tous de votre attention. Merci Fabiola. Si Fabiola est là, je ne sais pas. Mais voilà, on espère vous avoir apporté un éclairage sur ces dispositifs extrêmement intéressants. Merci à tous, effectivement. Merci à Sciences Po, merci aux participants. Merci pour vos questions également. C'est toujours intéressant d'y répondre. Et j'aurais juste un mot. Faisons grandir le partage du profit. Voilà, dans un contexte où il est difficile de recruter, je crois que les entreprises se dotent de tous les outils pour être attractifs et de rester dans la durée. Donc, c'est aussi derrière motiver, fidéliser les personnes qu'on a eu la chance de pouvoir recruter. Et puis, y compris les dirigeants qui peuvent profiter de ces systèmes de rémunération. Moi, je pense que Fabiola, donc, si je vois qu'elle rallume son micro, donc peut-être pour finir la présentation, Fabiola, nous avons terminé et respecté, je pense, le timing d'une heure. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Et nous donnons donc rendez-vous pour le 4e volet, Jean-François, mardi prochain à 8h30. Alors là, ça sera vraiment sur la stratégie retraite au titre des régimes obligatoires, voir comment ça fonctionne et comment on peut éventuellement mettre en place des stratégies pour optimiser sa rémunération au moment où on sort du monde du travail. Bon, merci Jean-François. Merci Fabiola, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et bonne app.